Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio dans Parlons Vrai chez Bourdin de 10h30 à 12h30. Nous regardons l'actualité, nous écoutons les témoignages des uns et des autres, des précisions apportées, les faits avant l'opinion, c'est essentiel. Et vous pouvez intervenir évidemment, 0826 300 300, exclusif dans un instant avec nous en direct sur Sud Radio, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, opposé à la limitation du mandat présidentiel dans le temps. Il le dit dans le Figaro, propos vite interprétés comme le désir d'un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Qu'en est-il? Mise au point de Richard Ferrand dans un instant. Le temps est toujours très orageux, prévision pour les orages très difficiles, les prévisions pour les orages violents et puis diluviennes vont-ils se multiplier? Nous allons en parler ce matin. Le 54e salon aéronautique du Bourget ouvre aujourd'hui. D'abord les professionnels, ensuite le public à partir de vendredi. L'aviation pollue. Que faire? Nouveaux carburants, nouveaux avions, augmentation des prix. Un voyage en avion deviendra-t-il exceptionnel? Débat entre 11h et midi. Êtes-vous prêt à prendre l'avion moins souvent ou à ne pas le prendre pour sauver la planète? À 12h05, nous ferons un peu d'histoire. Emmanuel Macron a annoncé hier l'entrée au Panthéon de Missak Manoukian, résistant communiste d'origine arménienne, rescapé du génocide arménien. Qui était-il? Qui était Missak Manoukian et son épouse Mélinée, résistante comme lui? Nous recevrons un historien pour en parler tout à l'heure. Dans quel monde on vit? Avec vous, Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Des tombes ouvertes et des corps sortis de leur cercueil. Consternation en Charente-Maritime après des profanations dans 2 cimetières. 11 cercueils ont été ouverts à Chartuzac au sud de la Charente-Maritime, tandis qu'à Tugéras, Sainte-Maurice, 6 cercueils ont été sortis des caveaux ouverts. Une dizaine de cercueils ont aussi été fouillés à l'intérieur des caveaux. Dans les cercueils retrouvés ouverts, des cadavres ont été manipulés, ajoute le procureur de Saintes. Au total, 17 caveaux familiaux ouverts. 6 autres ont fait l'objet d'une tentative d'ouverture. Les profanations se concentrent sur les portes des caveaux, les cercueils et la manipulation des corps. Le procureur juge vraisemblable que, compte tenu de l'ampleur des profanations constatées ainsi que du mode opératoire, les faits ont certainement été commis par au moins 2 individus venus avec l'objectif de commettre ces profanations. Enquête ouverte pour violation de sépulture accompagnée d'atteinte à l'intégrité du cadavre. À l'issue des constatations judiciaires, les corps des défunts ont été replacés dans les caveaux, refermés et scellés afin de pouvoir ouvrir les lieux au public. Il est 10h32. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Nous sommes en direct et je le remercie avec Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, proche d'Emmanuel Macron. Richard Ferrand, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous, Richard Ferrand. Je lis un extrait de l'interview que vous avez accordée à notre confrère du Figaro. À la question « Regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 ?» vous avez répondu, je vous cite, « Notre Constitution dispose ainsi. Cependant, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire, la limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Ça affaiblit notre vie politique en qualité et en densité et ça la rend moins attractive. Changeons tout cela en préservant le bicamérisme et le Conseil constitutionnel, gardien vigilant des principes républicains et des libertés publiques. Évidemment, vos propos ont été vite interprétés. Qu'avez-vous voulu dire? Bien, écoutez, Monsieur Bourdin, vous avez dit tout à l'heure les faits avant l'opinion, et je crois qu'il faut s'en tenir à ça. Je ne changerai pas une virgule à ces propos. Je dis simplement que le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu sous un régime constitutionnel qui fait qu'il ne peut exercer que 2 mandats. Et ce que je disais d'une manière prospective, c'est que d'une manière générale, je trouve, je l'ai écrit dans un livre il y a plusieurs années, je l'ai dit plusieurs fois lorsque j'étais en activité à l'Assemblée nationale, qu'en effet, je trouve qu'il faut faire confiance aux électeurs et il faut les laisser choisir qui ils veulent, quand ils veulent, que ce soit pour la présidence de la République, pour leur ville, leur commune, leur département ou leur région. Après tout, il y a des villes qui sont administrées par des maires qui sont à leur 3e ou 4e mandat, et si c'est ainsi, c'est parce que les électeurs l'ont voulu.
Donc, mon propos ne consistait pas à dire qu'il fallait changer des règles en vue de 2027, mais que d'une manière générale, il fallait permettre à notre démocratie, à mon avis, de respirer mieux en laissant en toutes circonstances le dernier mot aux électrices et aux électeurs. C'est tout simple. Évidemment, des esprits malveillants ou ceux qui n'ont pas pris la peine de lire l'intégralité de l'article, qui se sont contentés du titre d'une dépêche, ont vu là je ne sais quelle obscure manigance pour suggérer qu'il faudrait changer la Constitution pour convenance personnelle d'ici 2027. Voilà, c'est ce qu'on appelle une fausse polémique qui naît comme ça par la conjugaison à la fois des rapports des réseaux sociaux qui s'emballent avec la répétition ou l'interprétation erronée par quelques-uns qui ont accès aux médias. C'est clair, pas question dans votre esprit de lancer un quelconque appel à changer la Constitution pour éventuellement permettre à Emmanuel Macron d'accomplir un troisième mandat. Ben évidemment, on change pas les règles en cours de match. Ça n'a aucun sens. Un président devrait pouvoir être élu 3-4 fois comme un maire. C'est mon point de vue que je défends une fois encore depuis toujours. Oui. Madame Merkel est restée 16 ans à la chancellerie en Allemagne, François Mitterrand 14 ans, Jacques Chirac 12 ans. Moi, je ne vois pas ce qui fait obstacle. C'est aux électeurs de choisir, de décider. Je ne vois pas pourquoi ils seraient bridés dans leur possibilité de choisir. C'est tout. Ce n'est pas le sujet numéro 1, d'ailleurs, de la vie des Françaises et des Français aujourd'hui, entre nous. Et par ailleurs, mon interview, ce n'était pas non plus le sujet numéro 1. Au contraire, j'appelais, si vous voulez, plutôt à l'idée que l'on réfléchisse à un moment d'unité nationale pour s'entendre, pour régler les problèmes des Françaises et des Français. J'appelais aussi à l'idée que l'on puisse retrouver la fierté et le bonheur d'être français, que l'on ne passe pas tout notre temps à dénigrer notre pays, même s'il y a des problèmes cruciaux, des problèmes nombreux. Bref, c'était ça le sens de mon propos. Et cet incident sur l'élection présidentielle était tout à fait anecdotique dans l'interview que j'ai donnée, mais soudain, voilà que c'est une aspérité qui a été montée en mayonnaise, si je puis dire, sur les réseaux sociaux et ensuite repris abondamment, et puis les interprètes, et pourquoi il veut ci, pourquoi il veut ça. Enfin, écoutez, c'est une position que j'ai toujours tenue, que je tiens toujours aujourd'hui, mais qui n'est pas de circonstance, qui est une conviction. Richard Ferrand, vous parlez d'unité nationale. Vous lancez un appel à l'unité nationale. Sur le terrain purement politique, l'unité nationale, ce serait quoi aujourd'hui? Ce serait gouverner avec LR? Ce que je pense, moi, c'est que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent prospérer simplement en empêchant le gouvernement de gouverner ou le président de présider, je pense qu'ils se trompent. Parce que les Français n'attendent pas des femmes et des hommes politiques responsables qu'ils sabotent, parce qu'en sabotant, ils se saborderaient eux-mêmes, mais qu'ils contribuent à trouver des solutions. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que les réformistes de tous bords, qui ne se situent pas dans les extrêmes, devraient négocier, travailler, trouver des points de compromis, des points d'équilibre pour arriver à vaincre la relative instabilité qui est née de la majorité relative que les Français ont choisie pour l'Assemblée nationale. Eh bien, en faisant cela, les Français ont dit finalement aux forces politiques, personne n'aura la majorité absolue, donc il faut que vous essayiez de trouver vous-même des solutions. D'ailleurs, j'observe qu'il y a une trentaine de textes qui a été adopté sous la houlette de Madame Borne depuis qu'elle est à Matignon. Donc cela se fait, mais il faut que cela se continue et que l'on ne mise pas notre pays simplement par des ambitions ou des oppositions stériles. C'est ça le sens de mon propos. Est-ce que la France a besoin aujourd'hui d'un gouvernement d'union nationale? L'union nationale, je crois que c'est une construction un peu archaïque, mais qu'au moins sur 5-6 grands objectifs, on puisse se dire, que l'on soit un réformiste de droite ou de gauche, que avec le socle central que forme la majorité relative, eh bien, il y a des sujets sur lesquels il y a moyen de discuter, de négocier, de s'entendre. Parce que la culture politique française, elle est trop marquée par l'idée que ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Vous comprenez bien que ça ne peut pas avancer comme ça. Il faut que tout le monde mette un peu d'eau dans le vin pour arriver à trouver des solutions qui sont de nature à répondre aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Rumeur qui court, Richard Ferrand, Premier ministre. Vous dites oui ou vous dites non?
Je dis que la rumeur, vous savez, c'est la fumée du bruit. Donc, il se trouve que moi, je soutiens évidemment le gouvernement de Madame Borne et Madame Borne, comme j'ai soutenu naguère Jean Castex et Édouard Philippe. Je soutiens les premiers ministres qu'a nommé chaque fois, d'ailleurs ce sont des personnes remarquables, qu'a nommé le président de la République. Et je ne suis absolument pas dans cette position-là. Les électeurs m'ont redonné, si je puis dire, ma liberté voici un an. Aujourd'hui, je fais autre chose, je m'épanouis dans ce que je fais et je ne suis pas dans une position ambitieuse comme celle qui est décrite. Mais que voulez-vous? Avec les rumeurs, vous les démentez, on vous dit que vous mentez, vous ne dites rien, on vous dit que vous les laissez prospérer. Bon, c'est le chat qui se mord la queue. Oui. Donc, oublions ça. Oublions ça et vous rappelez cette phrase de Pierre Dac, quand on n'a rien à dire, il n'est pas nécessaire de le faire savoir. Oui, j'aime beaucoup Pierre Dac et je recommande à tout le monde la lecture de ses pensées parce que je trouve qu'en effet, il y a d'innombrables bavardages qui viennent brouiller un peu ce qu'il y aurait d'intéressant à entendre sur un certain nombre de sujets, que parfois les polémiques comme celles que nous avons évoquées aujourd'hui sont parfaitement dérisoires par rapport à l'essentiel. Merci Richard Ferrand d'avoir été avec nous. Merci, merci en exclusivité sur Sud Radio. Il est 10h41. Nous avons, puisqu'on parlait de la Constitution, Dominique Chagnollaud, président du Cercle des constitutionnalistes, est avec nous. Dominique Chagnollaud, bonjour. Bonjour. Bonjour Dominique Chagnollaud. Alors, Richard Ferrand défend un point de vue que d'autres d'ailleurs défendent. Pourquoi est-ce qu'un maire peut être élu 3 ou 4 fois? Et pourquoi pas un président de la République? Écoutez, lors du comité Balladur auquel j'ai participé, on n'avait pas souhaité la limitation du nombre de mandats. Personnellement, j'y suis favorable. C'est un débat très ancien, mais il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que limiter le cumul des mandats, aujourd'hui, il y a un consensus pour qu'on revienne partiellement sur cette question. On voit bien les effets parfois désastreux que cela produit en termes de déracinement des élus. En revanche, le président de la République, c'est pas n'importe qui, c'est pas un maire, un simple maire, qui est très important, bien sûr, mais un président on a cité l'exemple de Mitterrand, justement, c'est l'exemple d'une concentration des pouvoirs, et encore à l'époque il y avait eu la cohabitation comme sous Chirac. Et l'expérience prouve en Europe, puisque d'ailleurs il y a eu un rapport de la Commission européenne pour la démocratie par le droit dont j'ai participé il y a quelques années, qui démontre sur une vingtaine, une trentaine de pays que la tendance, je dis bien la tendance, de ne pas limiter le cumul dans le temps, aboutit très souvent à la concentration du pouvoir excessive. Voilà. Donc là, la Constitution dit 2 mandats. Un jeune président peut attendre un mandat et puis se représenter la fois suivante. Monsieur Macron est jeune, donc imaginez qu'il pourra se représenter. En l'occurrence, Richard Ferrand n'a jamais appelé à modifier la Constitution pour permettre à Emmanuel Macron que les choses soient claires. S'il l'avait fait, nous le dirions. Mais bon, là, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. D'ailleurs, moi, j'ai lu son papier, j'ai très bien compris, j'ai pas compris d'ailleurs comment on l'a interprété. Vous savez, c'est un sujet, la limitation du mandat dans le temps. Il y a des tas d'exemples étrangers, que ce soit en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Regardez Poutine, ça suscite toujours une espèce de crainte de d'abord. C'est un fantasme, ça c'était Voilà, exactement. Voilà. Il aurait proposé d'ailleurs qu'il aurait très bien su que c'était absolument imfaisable, puisque le Sénat il serait opposé. Donc je veux dire, c'est une plaisanterie. En revanche, le débat demeure sur la question de savoir s'il faut plus de 2 mandats, mais des mandats, ça fait déjà 10 ans, vous savez. Alors 3 mandats, ça fait 15 ans, 4 mandats, 20 ans. L'expérience, encore une fois, étrangère, et même l'expérience française, montre que la tendance, tout de même, lorsque le président a une majorité absolue, c'est quand même la concentration du pouvoir et une habitude à la concentration du pouvoir. Donc la limitation, ça permet de renouveler le personnel politique, c'est pas une mauvaise chose, et d'éviter cette concentration qui est inéluctable. Bien, et mettre fin au non-cumul des mandats pour d'autres fonctions, évidemment. Alors oui, le cumul des mandats, c'est une autre affaire. C'est une vision très rigoriste, j'allais dire, presque protestante, enfin, dans le bon sens du mot, de la vie politique, en considérant qu'un maire ne peut pas être député, un sénateur ne peut pas être maire, etc. Enfin, vraiment, il faut garder raison. Qu'un député d'une ville de moins de 30 000 habitants soit maire, je ne vois pas très bien en quoi ça pose de problème. On peut même lui supprimer son
d'indemnité. C'est ce qu'avait proposé d'ailleurs en son temps le Sénat. Donc le cumul des mandats, c'est pas s'il est limité à une personne comme un député maire ou un sénateur maire. Je vois pas très bien en quoi c'est gênant pour la démocratie. Ça permet d'enraciner mieux encore les élus. Alors on dit l'exception française. Vous savez, l'exception française c'est une plaisanterie parce que dans les autres pays, la plupart du temps sont des pays fédéraux, hein, comme par exemple l'Allemagne fédérale. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de cumul, parce qu'on a deux carrières différentes, l'une fédérale et l'une au niveau du Länder. On nous dit la Grande-Bretagne, oui, alors la Grande-Bretagne c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'ils font les députés britanniques? Ils font un autre métier. Alors lobbyiste, ça peut être aussi écrivain, enfin j'en sais rien. Donc ils ont un autre métier. Donc je vois pas bien pour l'intérêt général en quoi d'interdire de façon assez drastique, même si c'est pas complètement limité, le cumul des mandats, en quoi c'est gênant pour la démocratie. Après il y a un autre débat qui est plus compliqué, c'est la limitation du cumul des mandats dans le temps. C'est un peu le même problème qu'on a posé tout à l'heure. Là, je crois que si les gens ont envie de réélire leur maire, qui est près d'eux, pour 6 ans, il y a des maires qui vont faire 3, 4 mandats. 6 ans, c'est peut-être un petit peu long. Peut-être on peut réfléchir à réduire à 5 ans, par exemple. Mais autrement, je crois que les Français sont attachés à leur maire. Mais encore une fois, un maire, c'est pas un président de la République. Et Madame Merkel, qui a cité le président Ferrand, Madame Merkel, elle a beaucoup moins de pouvoir qu'un président français avec une majorité absolue. La France est quand même une exception où un président qui dispose d'une majorité absolue dispose en réalité de tous les pouvoirs. Et on voit bien que le contre-pouvoir du Parlement, même lorsque le gouvernement a une majorité relative, on l'a vu à travers l'utilisation du 49.3, l'utilisation du 47, enfin, etc. Tous les Français maintenant se connaissent la Constitution par cœur, ne démontre pas que le Parlement joue un rôle de contre-pouvoir considérable. Merci Dominique Chagnolot, merci président du Cercle des constitutionnalistes. À bientôt. Il est 10h47, vous êtes sur Sud Radio, vous réagissez 0826 300 300. Nous allons parler des orages, changer complètement de sujet. Le temps est toujours très orageux. Il est difficile de faire des prévisions pour les orages violents et puis diluviennes. Vont-ils se multiplier? On en parle dans un instant, 10h47. Jean-Jacques Bourdin. Les faits avant l'opinion. Vous savez quelle est notre devise ici, dans Parlons vrai chez Bourdin? Des questions, nous voulons des réponses, des faits avant l'opinion. Loïc Spadafora va nous donner des faits. Bon, je l'espère, expert météorologue, directeur d'Info-Occitanie. Bonjour Loïc Spadafora. Bonjour Jean-Jacques. Merci Loïc d'être avec nous. Parlons des orages. Non seulement dans notre région, l'Occitanie, mais partout. À Paris, par exemple, ça fait 2 ou 3 jours que ça tombe dru, hein, des hallebardes, des orages et des vents très très violents. Pourquoi est-il si difficile de prévoir des orages, Loïc? Alors les orages, ce sont des phénomènes météorologiques qu'on appelle de méso-échelle, c'est-à-dire qui se produisent à l'échelon extrêmement local. Oui. Et ces orages, ils ont la particularité souvent d'être sous l'influence de petites zones de relief, des petits vallons, des petites collines, vous voyez, de 100 ou 150 mètres d'altitude, comme par exemple au pied des Cévennes, que vous connaissez très bien. Oui. Et ces complexes en fait de méso-échelle sont difficilement aujourd'hui appréhendés par ce qu'on appelle les modèles numériques de prévision météorologique. Donc en fait, on arrive souvent à déterminer une zone géographique assez large dans laquelle on va dire qu'il y a un risque orageux, mais de là à localiser vraiment à l'échelon de la commune l'orage, aujourd'hui, en termes de prévision, c'est encore impossible. Oui, c'est encore impossible aujourd'hui de prévenir les orages. Alors, un orage est créé quand une masse d'air instable, chaude et humide, rencontre une masse d'air froid en altitude, c'est cela? Oui, c'est exactement ça. Hein? C'est-à-dire qu'il y a de l'air chaud, qui remonte et qui rencontre une masse d'air froid. C'est ça, et en fait, ce qu'on observe depuis mi-mai même, hein, parce que ça fait une période orageuse très très longue, hein, qui a débuté le 22 mai ici dans le sud de la France, et en fait, on est dans une situation de blocage. On a de l'air froid en altitude sous l'influence d'une goutte froide, hein, qui est souvent positionnée sur le proche Atlantique, et à l'inverse, on a de l'air chaud et humide qui remonte aussi de Méditerranée, et c'est d'ailleurs ce type de configuration météorologique qui donne des épisodes sévenols, des épisodes méditerranéens en fin d'été et début d'automne ici sur l'arc méditerranéen. Alors, c'est vrai sur l'arc méditerranéen, mais par exemple en région parisienne, on subit des orages rarement vus
Parce que je comprends très bien, j'ai toujours connu, moi, des orages, vous aussi, dans notre région des Cévennes ou ailleurs, en Occitanie. Mais ailleurs, les orages me paraissent plus violents, non ? Alors c'est vrai qu'on observe d'une façon globale, à l'échelle de la France et même à l'échelle européenne, une augmentation de l'intensité de ces orages. Ils ne sont pas forcément plus fréquents, en revanche ils sont plus intenses. Plus on a de chaleur dans l'atmosphère, dans la masse d'air, plus on a potentiellement de carburant dans les orages. C'est lié en fait. Donc plus il fait chaud, plus on peut avoir d'intensité sous ces orages. Après, il faut prendre un petit peu de recul aussi. Ce type d'orage, ça a toujours existé en France, tout comme les tornades d'ailleurs. On a eu un phénomène tornadique hier observé. Il faut savoir que ça fait des décennies qu'on recense une quarantaine à une cinquantaine de tornades par an en France. Donc ce sont des phénomènes qui ont toujours existé. En revanche, aujourd'hui, les conséquences, elles sont tout de suite beaucoup plus importantes. Je ne suis pas certain que ce soit le changement climatique qui soit à l'origine de l'imperméabilisation des sols. Vous voyez, par exemple, dans les zones urbaines, dès qu'on a un orage qui déverse 60-70 mm d'eau en une heure, on a tout de suite ces phénomènes de ruissellement. Ça, c'est le béton qui est en cause. Oui, évidemment. Artificialisation des sols. Et puis des sols secs aussi. Quand l'orage tombe sur un sol sec, ça ravine. Et ça court. L'eau court. Exactement. On a souvent ce type de situation quand on a connu une période météorologique très calme, très sèche, où il n'a pas plu depuis très longtemps. Dès que ça tombe très vite avec des intensités, je vous le disais, qui sont souvent diluviennes, je vous disais 70 mm en une heure, on arrive parfois maintenant à recueillir 90 voire 100 mm d'eau en une heure. Pour vous donner un ordre d'idée, parfois c'est 3 à 6 mois de pluie qui tombent en une heure ou en moins de 3 heures. Donc forcément, quand ça tombe sur des sols qui sont secs, ça ruisselle. Et quand ça tombe dans des zones urbanisées sur du béton, ça ruisselle encore plus. Ben évidemment. Le Spadafora, ça ne remplit pas en plus les nappes phréatiques. Non, ça remplit très difficilement parce que du coup, les précipitations n'ont pas vraiment le temps de s'infiltrer. Alors, excepté quand on a vraiment des gros cumuls, comme on a eu nous ici dans le Gard. Il y a quelques jours, on a recueilli localement 150 à 170 mm. D'ailleurs, en moins de 3 heures, c'est énorme. Et là, ces cumuls-là, ils arrivent petit à petit après à pénétrer, mais c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. Merci Loïc Spadafora, merci beaucoup pour vos compétences. C'est utile. Merci, c'est gentil. Il est 10h55, vous êtes sur Sud Radio. Alors vous appelez 0826 300 300, nous en parler de l'aviation. Pourquoi entre 11h et midi? Tout simplement parce que ouvre aujourd'hui le 54e salon aéronautique et de l'espace du Bourget. 125 000 mètres carrés, 325 000 visiteurs attendus. C'est le plus grand salon aéronautique du monde. 2500 exposants, 1130 entreprises françaises. Ouvert ce salon aux professionnels jusqu'à vendredi, à partir de vendredi au public. 83%, non 88% des Français même pensent que l'industrie aéronautique constitue une vitrine du savoir-faire français et un secteur stratégique de recherche et de développement. Oui, mais question, l'avion pollue de plus en plus. Alors que faire? Pollue de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'avions qui volent. Nouveaux carburants, nouveaux avions, augmentation des prix. Un voyage en avion deviendra-t-il exceptionnel? Débat entre 11h et midi. Êtes-vous prêt à prendre l'avion moins souvent ou à ne pas le prendre pour sauver la planète? On en parle avec nos invités. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci d'être avec nous. Le salon aéronautique du Bourget ouvre aujourd'hui 54e édition. C'est le plus grand salon aéronautique du monde. 125 000 mètres carrés d'exposition, 325 000 visiteurs attendus. Inauguration ce matin par Emmanuel Macron. Alors les professionnels d'abord et ensuite le grand public. 158 avions exposés, 2500 exposants, 1130 entreprises françaises. C'est un énorme salon qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années maintenant à cause du Covid. Donc tout le monde est heureux, tous les spécialistes, les amoureux de l'aéronautique sont heureux de se retrouver au Bourget. Oui, mais l'aviation est peut-être un tournant puisqu'on parle moins de contrats aujourd'hui que de conséquences sur le climat. Oui, les professionnels s'interrogent. L'aviation pollue, on le sait.
Que faire? Nouveaux carburants, nouveaux avions, augmentation des prix. Un voyage en avion deviendra-t-il exceptionnel? Nous allons ouvrir le débat entre 11h et midi avec nos deux invités. David Cormand, qui est député européen Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre délégué au transport. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, ravi et de vous retrouver. Vous-même pilote? Absolument, toujours. Vous-même pilote toujours, donc pour une ONG, je crois, Jean-Baptiste Djebari. Aviation sans frontières, une très belle Aviation sans frontières. Bien, nous allons débattre de l'aviation, de l'avenir de l'aviation, évidemment, mais auparavant, je voudrais poser une question politique à David Cormand. Et oui, vous êtes député européen Europe Écologie Les Verts. Bien là, Jean-Jacques Bourdin, tu fais de politique quand même. Mais oui, tout simplement parce que l'actualité politique commande après les propos tenus hier par Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite toujours et qui insiste un peu lourdement, lourdement, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il insiste, il souhaite absolument une liste commune de la NUPES ou de la NUP. Vous dites la NUP ou la NUPES, vous, David Cormand? NUPES. NUPES, bon. De la NUPES aux européennes. Vous dites toujours non? Oui, je dis non, parce que le sens politique de tout ça serait confus. Alors, après, moi, je prends au sérieux les propositions de nos partenaires législatifs de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Il faut assumer le partenariat que nous avons fait à juste titre en 2022. Et je ne peux qu'être respectueux du fait que la proposition est liée au fait que ce soit une ou un écologiste qui conduise la liste sur la base du résultat des élections européennes de 2019, donc plutôt à notre avantage. Après, je pense que ce serait une manœuvre un peu politicienne qui serait mentir aux Françaises et aux Français, parce que je crois que c'est pas un secret, les différences de vision que nous avons de l'Union européenne, de cet espace politique supranational, est très différent de la vision de Jean-Luc Mélenchon, qui est plutôt eurosceptique et très sur les questions nationales. Nous sommes au-delà des nations, nous sommes les écologistes fédéralistes. Même fédéraliste, toujours fédéraliste même. Très fédéraliste, au niveau européen, oui. Et je pense que d'ailleurs les sujets dont on va parler par rapport à l'écologie, etc., commandent le fait que les solutions que nous avons envisagées, c'est pas à l'échelle d'un État-nation, c'est pas à l'échelle d'un pays qu'on fait la transition écologique. Et nous avons la chance d'avoir cette Union européenne qui est unique dans l'histoire du monde. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des pays ont librement consenti de déléguer une part de leur souveraineté à une puissance qui les dépasse. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver, même s'il y a des choses à changer dans l'Union européenne. Alors, bien entendu. Deux questions, et puis ensuite nous allons penser à l'aviation et parler d'aviation. Mais deux questions, la guerre en Ukraine, est-ce que là, vous voyez de profondes divergences et même de profondes différences, j'emploie volontairement le mot, entre les positions de la France Insoumise et les vôtres? Oui, elles sont connues, mais je ne veux pas surcaricaturer les choses, parce qu'en plus, je pense qu'il y a une différence entre... Vous avez des doutes sur leur positionnement? Non, enfin... J'ai des doutes sur leur positionnement collectif. Je pense que les positions de Jean-Luc Mélenchon et du parti auquel ils sont très attachés, qui sont les lambertistes, sur cette question-là, sont très différentes d'un certain nombre de militants de terrain de la France Insoumise. Et moi, je ne veux pas faire porter les turpitudes que peut avoir Jean-Luc Mélenchon sur cette question. Sensible aux sirènes russes? Non, je dirais pas ça. Je pense qu'il y a une conception géopolitique à Jean-Luc Mélenchon qui est historique et qui me semble plus d'actualité avec ce que le monde dans lequel nous vivons, où d'autres blocs puissants se sont formés. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'Union européenne est à peu près notre seule chance de peser dans ces nouvelles puissances géopolitiques qui vont essayer de s'accaparer les ressources, etc. Et donc, continuer à raisonner uniquement en franco-français, d'ailleurs, c'est cohérent. Et contre l'Union européenne, ça se décline par le fait que nous soyons faibles. Et quand on est faible, on est obligé d'être conciliant avec un certain nombre de dictatures, que ce soit la Russie ou la Chine. Moi, je ne crois pas qu'il faille que nous soyons conciliants. Je pense que nous devons être forts. Être fort, ça veut dire être européen. Bien. La migration, est-ce qu'il faut imposer aux pays de l'Union européenne d'accueillir des migrants à chaque pays? Je crois que ce qui est en train de se passer... Imposer, je dis bien imposer. Oui, j'ai bien compris votre question. Mais d'abord, je vais attirer l'attention de celles et ceux qui nous écoutent sur le fait que ce qui est en train de se passer avec les migrants va être une honte, une tâche indélébile pour l'Union européenne. Aujourd'hui, ce sont, vous l'avez peut-être vu il y a quelques semaines, la marine grecque qui remet sur des bateaux de fortune des familles dont des enfants, dont un bébé, en pleine mer. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de laisser mourir des femmes, des hommes, des enfants, des bébés dans la Méditerranée. Parce que nous n'avons pas le courage de faire preuve d'une solidarité partagée. Nous restons une puissance économique importante. Nous sommes des pays riches. L'Union européenne
a les moyens de faire sa juste part en termes d'accueil, bien sûr, humain, mais je pense qu'il y a aussi là un enjeu géopolitique. La façon dont nous traitons ces populations sont en train de donner de nous, à juste titre, une image horrible dans un certain nombre de pays. Or, si nous voulons peser, si nous voulons être une puissance, d'abord il y a l'enjeu humanitaire, des êtres humains doivent être accueillis de façon inconditionnelle, mais même si cet argument ne l'emporte pas, il faut entendre un argument qui est du fait que si nous voulons être considérés, si nous voulons être respectés en tant que puissance politique, nous ne pouvons pas nous conduire comme nous sommes en train de le faire. L'Union européenne, ce ne sont pas des frontières, ce sont des valeurs. C'est au nom de valeurs humanistes que nous avons fait l'Union européenne et nous ne devons pas y renoncer comme nous sommes en train de le faire vis-à-vis des migrants. Bien, le trafic aérien progresse. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Dites-nous, Jean-Baptiste Djebari. D'abord, il progresse après s'être effondré en 2020 avec le Covid. Donc on n'a pas tout à fait encore retrouvé les niveaux de 2019 et il progresse essentiellement dans les pays dits émergents où de nouvelles classes moyennes par centaines de millions aspirent à se déplacer et donc à prendre l'avion. C'est le cas en Chine, c'est le cas en Inde, c'est le cas en Indonésie, c'est évidemment le cas dans des pays où les géographies ne permettent pas les avions à grande vitesse. Je pense à l'Australie ou même l'Amérique du Nord, dans laquelle l'avion est extrêmement développé et a retrouvé, pour le coup, son niveau d'avant Covid. Donc, c'est une donnée. David Cormand dira peut-être que... c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas? C'est une bonne nouvelle parce que ça... rend compte des libertés individuelles et moi je suis convaincu que l'être humain se déplace y compris pour participer d'une forme de meilleure compréhension du monde et de pacification du monde. C'est une bonne nouvelle sous réserve effectivement que le poids de l'aviation dans les émissions de gaz à effet de serre qui est aujourd'hui de l'ordre de 2,5% qui va continuer de croître puisque le trafic aérien va croître arrive à engager et à réaliser cette décarbonation. Donc il y a un objectif qui est hyper clair maintenant, qui a été posé il y a à peu près 2 ans et demi à l'échelle du monde et singulièrement à l'échelle de l'Union européenne, c'est d'être neutre en carbone à horizon 2050. Et donc pour être neutre en carbone à horizon 2050, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, on doit faire émerger une filière de carburant durable pour l'aviation et j'expliquerai si vous voulez on va développer ce que c'est. Puis les nouveaux avions, d'abord ceux qui les carburants, les nouveaux avions, l'avion à hydrogène demain. Et puis une forme de sobriété dans le voyage, si je puis dire. On va aussi en parler. David Cormand, c'est une bonne nouvelle? L'aviation qui se développe, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je ne crois pas que ce soit une bonne nouvelle. Pour différentes raisons. La première raison étant la raison écologique, mais ce qui me choque le plus avec la façon dont, dans les faits, l'aviation se développe, c'est qu'elle est au bénéfice des plus riches. Aujourd'hui, on essaye de nous dire qu'il y a une démocratisation de l'usage de l'avion. C'est faux. C'est 1% de la population mondiale. 1% de la population mondiale qui est responsable de 50% des rejets de gaz à effet de serre de l'aviation. Donc on voit bien qu'une toute petite partie de la population mondiale, 70 millions de personnes, sur les 7 milliards que nous sommes, jouissent à 50% du transport aérien. Et le fait que les prix aient pu baisser avec le low cost, ça permet pas tant aux pauvres de prendre l'avion, ça permet aux riches de le prendre encore plus. Tout ça avec un véritable paradis fiscal, puisque l'aviation est le seul mode de transport aussi peu fiscalisé. Quand vous devez faire le plein de diesel pour aller bosser, parce que vous êtes obligé de le faire, vous êtes très taxé. Quand les plus riches prennent l'avion pour aller à Barcelone pour un week-end ou à l'autre bout du monde, parce qu'ils ont envie de le faire, le kérosène est taxé à 0. Le carburant des riches n'est pas taxé. Il y a une TVA préférentielle pour l'aviation. Alors que l'avion a un gros avantage par rapport à ses concurrents. Il n'y a pas d'infrastructure. Un avion, il vole dans le ciel. Son infrastructure, c'est le ciel. C'est gratuit. Il n'y a qu'à fabriquer des aéroports. Ce qui est quand même très peu cher par rapport, par exemple, à une voie de chemin de fer. Donc il y a une concurrence déloyale pour un moyen de transport qui est le plus polluant de tous les moyens de transport. Il faudrait une heure et demie. Bon, d'abord, il y a évidemment une fiscalité de l'aviation, ça s'appelle les taxes et les redevances aéronautiques. Quand vous prenez un billet d'avion pour faire Paris-Nice à 100 €, vous avez à peu près la moitié, donc 50 € environ, de taxes et de redevances. C'est juste pas structuré de la même façon. Et effectivement, il y a eu un accord après la Deuxième Guerre mondiale pour que, et les pays, c'est marrant parce que David Cormand faisait louer l'Union européenne comme étant capable de se mettre d'accord sur des règles structurantes. Et justement, il y a eu une règle structurante, c'était celle qui a prévalu donc à la Convention de Chicago en 1944, qui disait que les pays, pour donner accès à l'ensemble des populations à l'aviation, se mettaient d'accord sur une absence de taxation du kérosène. En 1944. D'accord.
D'accord. Et en fait, la démocratisation de l'aviation s'est faite plus tard, dans les années 60-70. Donc, il y a beaucoup de choses. Après, ce que dit David Cormand, c'est là où l'idéologie est très forte, mais je reconnais sa cohérence. C'est que ce que dit M. Cormand sur les inégalités, on peut tout à fait l'entendre. Ça s'applique à l'aviation, à la détention immobilière, aux voitures. D'une manière générale, les riches bénéficient de beaucoup plus de services que les moins aisés. Donc, si on commence effectivement à appliquer votre idéologie, ça conduit aux propositions qu'a par exemple amené Jean-Marc Jancovici, c'est-à-dire qu'il faut commencer à interdire aux gens de se déplacer pour des quotas. Des quotas. Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, tout le monde ne connaît pas Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur, spécialiste des questions environnementales et qui propose des quotas de 4 vols en avion dans une ville. Par une vie. Dans chaque ville, nous ne pourrions voyager que 4 fois. Non, mais c'est une approche. Voyager en avion. En avion, c'est une approche. Encore une fois, quand on commence à rentrer dans cette... Non, pour le coup, pas de sobriété. La sobriété, ça consiste à 2 choses. Ça consiste effectivement, volontairement, éventuellement, à limiter ses déplacements par conscience écologique, ce que font déjà des personnes, y compris de mon entourage. Et deuxièmement, ça consiste à dépenser moins d'énergie, moins de carbone pour la même chose. Donc quand on fait des avions plus performants, on fait de la sobriété énergétique. Là, on est dans un modèle vraiment différent. On est dans un modèle coercitif, autoritaire, coercitif, qui vise à limiter les libertés individuelles des gens. Donc on change de régime politique. Vous êtes d'accord avec cette proposition de Jean-Marc Jancovici ? Non, moi ce que je dis, c'est d'abord je ne reprends pas à mon compte la proposition de Jean-Marc Jancovici, mais si on veut regarder l'aspect coercitif, aujourd'hui, une part significative des habitants de cette planète, et de Français d'ailleurs, certains qui nous écoutent, sont déjà privés d'avion. Eux, ils rêveraient de faire 4 voyages en avion dans leur vie. Une majorité de gens sur Terre rêveraient de pouvoir prendre l'avion 4 fois dans leur vie. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un privilège de riches. Et c'est la vie. Sauf qu'on ne peut pas dire, parce que le kérosène, et vous l'avez admis... C'est vrai du TGV aussi, le kérosène, aujourd'hui, est taxé à 0. Est-ce que c'est logique que le carburant de l'aviation soit le seul taxé à 0. Et quand vous dites oui, mais il y a des taxes ailleurs, mais pour le reste aussi, il y a des taxes ailleurs. Une voiture, en plus de l'essence que vous payez le péage. En plus de l'essence que vous payez l'assurance, vous payez une taxe. D'ailleurs, les taxes sur le péage vont augmenter. Hein. Vous avez vu ça péage d'autoroute. En tout cas, il y a une décision du Conseil d'État qui permet au gouvernement d'agir. Il y a beaucoup de taxes. En fait, c'est là où on compare toujours ce qui est incomparable. Il y a énormément de taxes, d'une manière générale, sur les transports. C'est vrai du transport aérien, taxes et redevances, ça va tous les transports. Et il y a énormément de subventions. Le mode de transport le plus subventionné en France, et de très très loin, c'est le mode de transport ferroviaire. Ça n'empêche pas d'avoir des billets qui sont relativement chers, ça n'empêche pas au TGV d'être aussi pris de façon plus abondante par ceux qui sont les plus aisés. De plus en plus de monde dans les TGV, c'est vrai, avec des billets qui sont souvent plus chers malgré que les billets subventions qui sont extrêmement forts. Sur la même destination. C'est pour ça pour aller à Biarritz, par exemple, je prends l'exemple de Biarritz, c'est plus cher en train qu'en avion. Oui, c'est pour ça qu'il faut que l'aviation paye son véritable coût. Moi, je serais pour, par exemple, que quand un avion fait une certaine distance, il paye la même redevance que doit payer la SNCF pour utiliser les rails. Pourquoi le TGV est si cher ? Parce que vous devez louer, vous avez été ministre des Transports, l'usage du réseau. Pourquoi le TGV est si cher ? Et donc, le TGV est si cher parce que le mode ferroviaire coûte extrêmement cher. Oui, c'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même. Il est très avantageux d'un point de vue écologique. C'est pour ça qu'il serait normal. Quand on produit de l'énergie verte en Europe, le rail est extrêmement avantageux sur le plan écologique en opération, c'est-à-dire qu'effectivement, quand votre train électrique fonctionne, que votre électricité est produite de façon verte en Europe et en France. Et en France, on avait l'énergie nucléaire pour avoir un train vert et pas trop cher. Je rappelle que le parti dont vous faites partie a contribué très largement à fragiliser l'énergie nucléaire en France. J'aurais bien voulu qu'on soit au pouvoir pour pouvoir vraiment le faire. La réalité, c'est que c'est pas nous qui avons été au pouvoir. Vous l'avez été plus que nous, on pourrait se rappeler quand même allègrement les accords politiques avec les Verts qui ont conduit à la non seulement au sous-investissement. On peut faire un débat sur le nucléaire. Moi, je serais ravi de l'avoir. Non, mais monsieur Dubert, on peut faire un débat sur le nucléaire. Moi, je veux bien qu'on en parle. Non, on va continuer à parler d'aéronautique. Le train est cher. Mais regardez. C'est assez étonnant, mais il y a une actualité qui est assez parlante pour comprendre en fait quelle idéologie et quelle solution. Alors attendez, je sais, vous allez parler du Lyon-Turin ? Absolument. Bon, on va en parler, mais 11h18. On va observer une petite page. Parce que si on part sur Lyon-Turin, on a beaucoup de choses à se dire. Mais bon, on va s'éloigner. C'est un très bon sujet.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous continuons à parler d'aéronautique, mais petite parenthèse avec, pourquoi vouliez-vous parler du fameux tunnel Lyon-Turin? Non, parce qu'on parlait d'idéologie. Je pense qu'il y a deux idéologies qui s'affrontent. Il y a celle, effectivement, que moi je défends, qui est une idéologie de liberté et qui pense qu'on peut arriver à décarboner ces secteurs du transport par l'innovation technologique. Pas de façon béate, de façon éclairée et organisée. Et puis, il y a l'idéologie, en tout cas la proposition politique de David Cormand, qui considère que pour arriver à nos objectifs climatiques, la proposition doit être beaucoup plus autoritaire, organisée, etc. Et moi, ce que je constate, c'est beaucoup d'incohérences, parce que quand on fait, et donc, ce que disait David Cormand, et là je suis d'accord avec lui, c'est que le mode ferroviaire est en moyenne plus écologique que le mode aérien, il faut le favoriser. Il n'est pas en moyenne, il est plus écologique que quand on fabrique de l'énergie. Il est plus écologique que le modèle aérien. Quand on fabrique de l'énergie électrique. Je sais bien que vous travaillez pour des gens qui disent qu'il faut que l'aviation soit, mais il faut rester factuel quand même. Mais quand vous voulez, on fait un débat factuel sur le carbone des modes de transport différenciés. Non, et je constate qu'à chaque fois qu'il y a un projet ferroviaire, donc plus écologique, les mêmes personnes dont vous faites partie, votre parti politique, en tout cas ceux qui vous représentent, notamment au niveau national, sont contre aussi les projets, soit des projets de lignes à grande vitesse ferroviaire. Il y a des ZAD, ou en tout cas des rassemblements qui se font jour un peu partout en France, soit des projets pour promouvoir et développer le fret ferroviaire, comme c'est le cas actuellement avec la ligne ou le tunnel entre Lyon et Turin. Donc, schématiquement, vous êtes contre tout. Faux. Non, vous êtes contre tout. Parce que vous utilisez des éléments de langage depuis tout à l'heure. Non, il faut que je connais bien le dossier pour l'avoir traité, donc ce n'est pas un élément de langage. Non, mais si vous connaissez tous les dossiers, non, mais je vais répondre. David Cormand, d'abord, ça fait plusieurs fois que vous utilisez le terme, monsieur Djebari, d'idéologie. J'ai compris que c'est vos EDL, vous avez une petite fiche devant pour dire, pour moi, l'idéologie, c'est ceux qui continuent à penser qu'on peut maintenir le même modèle alors que tout est en train de s'effondrer. Il y a les méga-feux, il y a le changement climatique, il y a la biodiversité qui se casse la figure, et vous êtes là à dire, on peut continuer pareil en changeant de carburant. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. En disant, oui, on va en parler. Moi, je dis qu'on se prépare. Nouveaux avions, nouveaux carburants. Mais attendez, je ne vais pas vous laisser. Parce que c'est la force de l'idéologie de ne jamais cesser faire interrompre. Je vous ai laissé développer. Alors, David Cormand répondait sur le train, sur effectivement les lignes à grande vitesse et le Lyon-Turin. Bien sûr. Le Lyon-Turin, c'est un projet qui coûte combien, monsieur Djebari ? Plusieurs milliards d'euros. Vous savez que c'est un projet. Combien non, mais vous étiez ministre du. Il n'y a pas de problème. Entre 26 et 30 milliards. C'est ça. Quand 30 vous voulez. Milliards d'euros. Tous les chiffres que vous voulez. 30 milliards vous savez qui le finance ? 30 milliards d'euros. Vous qui savez tout. Qui le finance ? Nous. Vous qui êtes député européen ? Nous ? Non. C'est qui alors ? La France, l'Italie et l'Union européenne à 40%. C'est nous l'Union européenne, monsieur Djebari. C'est nous l'Union européenne. C'est de l'argent public. Oui, c'est de l'argent public. C'est que de l'argent public, c'est le nôtre. Donc, vous avez raison. Vous qui défendez notre attention là-dessus. Vous qui défendez l'Europe comme uniquement l'argent des puissance supranationale. Pourquoi je suis opposé à ce projet à 30 milliards d'euros d'argent public payé par les contribuables français, italiens et européens ? Parce qu'il y en a déjà une liaison Lyon-Turin. Il y a déjà une voie de chemin de fer. 4 fois moins capacitaire. Vous savez bien que les trains ne peuvent pas se croiser. Dès qu'il y a un train de voyageurs, c'est interdit. Il y a déjà une voie de Lyon-Turin qui a déjà été aménagée et qui correspond, qui est sous-utilisée par rapport à ce qu'on veut utiliser. Si on veut développer le fret, c'est pas en faisant ce nouveau axe qu'on a besoin. C'est de développer l'ensemble du réseau, l'interland. Pourquoi les Suisses, les Autrichiens, les Italiens le font alors ? Alors il y a une géographie un petit peu différente. Oui, en Suisse. C'est une infrastructure qui suffit de traverser les Alpes depuis longtemps. Et nous, pour faire la liaison entre Lyon et Turin, nous avons déjà une voie de chemin de fer qui existe. Qui est 4 fois moins capacitaire. Qui a été construite en quelle année ? Non, elle n'est pas sous-capacitaire. Mais évidemment qu'elle est sous-capacitaire. Peu importe, elle fonctionne. Qui a été construite en 1871, c'est ça ? Ça marche très bien. Pourquoi vous voulez en changer une autre ? Vous la modernisez ? Pourquoi vous voulez en faire une autre ? Elle suffit largement pour l'usage qu'on en a. Absolument suffisamment de fret quand même, non, sur cette voie. Mais ça n'a rien à voir avec le Lyon-Turin. Regardez, le fret, il est en train de stagner, voire de baisser partout. Pourquoi ? Parce que les choix politiques qui ont été faits est de favoriser la route. C'est ça le sujet fondamental. Et donc la question du Lyon-Turin, c'est 30 milliards d'euros qu'on va filer à des grandes entreprises qui vont gagner beaucoup d'argent grâce à ce projet et qui ne vont pas améliorer le fret. Vous m'interrogiez sur les questions de... Si, la fréquence va être considérablement améliorée. C'est surtout un sujet de capacité. Si on veut massifier le fret ferroviaire, ce qui est souhaitable, donc en gros, mettre les marchandises qui passent... On peut aussi prendre l'avion pour aller de Lyon à Turin. Le problème avec M. Cormand, c'est qu'il aurait... Encore une fois, on ne peut pas être contre tout. C'est que vous auriez été contre tout. Vous auriez été contre le canal du Midi à l'époque. Attendez. David Cormand, j'ai quand même deux questions. Parce que sur Lyon-Turin, j'ai quand même deux questions. Comment se fait-il que les écologistes aient approuvé ce projet il y a quelques années, mais massivement approuvé,
défendu ardemment massivement. le projet. Oh, David Cormont, ne me dites pas le contraire. Écoutez, j'ai vu, c'est un parti que j'ai regardé. Non, mais attendez, j'ai regardé. Les écologistes ont défendu ce projet, même contre les écologistes italiens. Oui. Le problème, c'est que depuis, des aménagements ont été faits. Nous avons été convaincus par l'argument de l'existant. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas s'entêter sur les trucs. Mais vous avez quand même conscience que ce projet, il est lancé. C'est pas un projet, c'est un chantier qui a une trentaine de kilomètres qui est creusé. C'est faux, mais c'est faux. Il n'y a pas 30 kilomètres de creusé. Enfin, mais j'ai visité le chantier. Enfin, mais il faut se déplacer, sortir un peu de Paris, monsieur Cormont. Allez visiter ce chantier. Il n'y a pas 30 kilomètres de creusé. Allez sous le sol. Vous nous dites, le tunnel a été creusé de 30 kilomètres. Il est creusé sur une quinzaine de kilomètres avec des travaux qui sont faits. Je ne comprends pas. Vous venez dire que c'est 30. Monsieur Cormont. Bien. Il est creusé de les travaux ont commencé. Pas du tout, de quelques kilomètres. Les travaux, le tunnel de base, plus les accès, ça fait une trentaine de kilomètres qui sont aujourd'hui en travaux. Vous voyez, on n'arrête pas un chantier comme ça qui est en travaux. Est-ce que ça permet de multiplier le fret ou pas ? Un nouveau tunnel ? Je ne crois pas. Je pense que le problème du fret... C'est la croyance. Monsieur Cormont, du haut de son micro, a décidé qu'il ne croyait pas. Le problème, il y a quand même des chiffres, des données scientifiques, vous savez. Non, oui, c'est ça. Beaucoup d'études qui ont été faites. Les données scientifiques, vous devriez lire davantage les rapports du GIEC. On va revenir à l'aéronautique parce que là, on ne va pas trouver. On va revenir à l'aéronautique. Non, mais on pourrait parler aussi des lignes à grande vitesse qui coûtent là aussi fort cher. Les lignes à grande vitesse. Il faut faire ou pas, du coup ? Parce que selon vous, en fait, on a... Une ligne en grande vitesse qui coûte des milliards, donc, qui par va exemple, faire gagner 10 000... Laissez-moi... Bordeaux-Toulouse... Non, mais soyons concrets. Il y a Paris-Bordeaux en 2 heures. On va être concret. Paris-Bordeaux, 2 heures, c'est une ligne à grande vitesse, inaugurée en 2017. On veut faire Bordeaux-Toulouse en 1 heure de plus, soit mettre Toulouse à environ 3 heures de Paris. L'alternative aujourd'hui, c'est l'avion que vous vilipendez. Donc, est-ce qu'on fait la LGV ? Parce qu'on aura les mêmes problèmes. Vous savez, faire des rails, poser des rails, ça nécessite effectivement d'artificialiser des champs, d'exproprier. Alors qu'il y a une voie existante. Il y a déjà des voies existantes. Donc, la solution de M. Cormont, c'est on ne fait rien. Non, si on améliore on conserve la voie à 5 heures. Donc Toulouse reste à 5 heures de Paris par le train. Les solutions qui m'intéressent, c'est les solutions qui, avec l'existant, permettent d'améliorer... donc vous ne faites rien. Ah non, améliorer l'existant, c'est pas rien faire. Donc pas grand-chose. Améliorer l'existant, est-ce qu'il faut améliorer le temps pour aller de Paris à Toulouse ? Eh bien, je vais vous dire, ça dépend. Si c'est pour gagner, comme c'est le projet actuel, 10, 15 minutes pour plusieurs milliards d'euros d'investissement, je trouve que c'est mais avec vous, ce qui est absolument dingue, c'est qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un réseau à grande vitesse qui est le fruit de décisions politiques d'il y a plusieurs dizaines d'années, qui nous permettent aujourd'hui, de faire la pub du TGV au détriment du mode aérien. Bien sûr. On envisage, et c'est plutôt bon pour la France, de compléter le réseau français à grande vitesse pour mettre Paris à 3 heures de Nice. Qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a développé les réseaux à grande vitesse, monsieur Djebari ? Non, je finis. Donc on envisage aujourd'hui... Attendez. Non, mais laissez-moi finir. Non, attendez, je vous laisse déjà beaucoup parler. Donc le on problème, veut finir. C'est que le développement on veut finir ce réseau à grande vitesse justement pour des réseaux écologiques. Le problème du développement du TGV, c'est que ça a détruit un nombre de petites lignes du quotidien de façon ça n'a absolument terrible. Rien à voir. Mais bien sûr que ça n'a rien à voir. Écoutez, il y a quand même les petites lignes du quotidien, ce sont les petites lignes du quotidien. Les investissements qui ont été faits, c'est sur des grandes lignes qui relient les métropoles entre elles. Et on a abandonné les territoires périurbains avec cette histoire. On a abandonné les campagnes, les petites gares dans les zones rurales ont été désertées. Pendant ce temps-là, on a favorisé les métropoles. Mais c'est la représentation du monde qui est la vôtre. C'est un monde mondialisé où on peut aller où on veut en avion, où les grandes métropoles sont raccordées. Dans le monde qui est le mien, est-ce que font vraiment les gens ? L'urbanisation. David Cormont, pensons aussi aux Françaises et aux Français qui ont envie de se déplacer et qui ont envie de mobilité. Ils sont très heureux de trouver un TGV. Bien sûr, et ils sont très heureux aussi d'avoir des lignes du quotidien de proximité. Je suis d'accord. Ils sont très heureux de faire les deux d'ailleurs. Ils sont très heureux de ne pas voir leur gare de proximité fermée. Quand j'étais député, j'ai été celui qui a relancé les petites lignes ferroviaires. Donc je connais à l'époque la proposition. Mais on va revenir aux avions. On va revenir aux avions. Je vous mettrai pas d'accord. Ça j'ai bien compris. En ce qui concerne le TGV, la ligne Lyon-Turin, le fret. Enfin bon. Sur les avions. J'en ai peur, monsieur. Les avions. Sur les avions non plus. Mais sur les avions, je vais encore observer une pause. On a le temps. Vous savez, ici, on a 1 heure en tout. On va parler des avions verts, d'hiver. On va parler des nouveaux carburants. Marché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h34. Revenons à l'aviation avec nos 2 invités qui ne sont pas d'accord, vous l'avez compris. Mais bon, c'est le jeu. Invité, Jean-Jacques, on va se dire les choses quand même. Vous ne seriez pas invité. David Cormont est avec nous, député européen et Europe Écologie Les Verts, et Jean-Baptiste Djebari, ex-ministre délégué au transport. Bon, alors...
les avions, l'avenir de l'aviation. Est-ce qu'il y a un avenir pour l'aviation dite verte ? Jean-Baptiste Djebari. Non seulement il y a un avenir, mais le secteur de l'aéronautique, c'est un des seuls secteurs sur lequel les Français, les Européens, mais singulièrement les Français, ont une influence d'envergure mondiale. Avec Airbus, avec Safran, c'est à peu près un avion sur deux qui volent et qui sont essentiellement français. On est moteurs. On est moteurs et on est essentiellement, mais pas que ça. Dominant commercialement aujourd'hui avec Airbus, avec Safran et les autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de verdir l'aviation sur cette première partie du siècle? Est-ce qu'on peut verdir l'aviation? Est-ce qu'on peut rendre les avions moins polluants? Ça veut dire trois choses. D'abord, on peut remplacer le kérosène qui aujourd'hui est consommé dans les avions par des carburants plus propres. Alors, arrêtons-nous sur les carburants. Lesquels? Il y a trois types de carburants. Aujourd'hui, on peut utiliser par exemple des huiles de cuisson usagées. C'est ce que fait par exemple Total à la Med. Donc on prend ces huiles de cuisson, on les rend évidemment très sécuritaires sur le plan de l'exploitation et on les mixe avec le kérosène existant et petit à petit on augmente la part du carburant, du biocarburant. Il va falloir manger beaucoup de frites quand même. Dans le kérosène, j'y arrive pour les frites. Dans le carburant existant. Et donc on a ce mixte. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est un peu la génération d'après, c'est utiliser les déchets agricoles et forestiers. Là aussi, on fait une synthèse chimique. C'est le même principe, sauf qu'on utilise la biomasse, donc les déchets agricoles et forestiers. La troisième, ça coûte évidemment un peu plus cher aujourd'hui. La troisième option, c'est de faire ce qu'on appelle des carburants de synthèse. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. On prend par exemple de l'hydrogène vert qu'on a fabriqué. On prend du CO2 qu'on a éventuellement capturé, et on refait un hydrocarbure de synthèse. Oui, sauf qu'il faut beaucoup d'électricité. Il faut beaucoup d'électricité pour faire beaucoup d'hydrogène vert, mais c'est tout l'enjeu autour du développement de la filière que de produire beaucoup plus d'électricité, et on aura besoin là évidemment. Donc pour ces trois carburants, il n'y a pas d'autre solution. Si ça, c'est la partie. Parce que le jour où nous n'aurons plus une goutte de pétrole, exactement. Ça, c'est la partie. Les avions seront cloués au sol. On décarbone maintenant. Bon, ça c'est l'effet immédiat, ça, et on peut décarboner jusqu'à 60-65% immédiatement en faisant augmenter la production des biocarburants. Ça, c'est les carburants. Ensuite, il y a la génération d'avions qui va consommer... Non. Les carburants. Que dites-vous, David Cormand, sur les carburants? D'abord, par rapport à votre question, le seul avion vert, c'est l'avion qui ne vole pas. C'est enthousiasmant. Non, mais le problème, c'est que la seule personne heureuse, selon David Cormand, c'est une personne qui ne se déplace pas. Non, si, vous savez, moi je suis sympathique pour qu'on se déplace, mais il y a plein de façons de se déplacer. On peut se déplacer différemment qu'en avion. Et je pense par ailleurs qu'il y aura toujours des voyages en avion. Pour aller en Australie, ça va être difficile, mais enfin, on peut aller en bateau. Oui, mais il faut... Qui pollue. Il est un peu terrifiant, votre nom, David Cormand. Non, il n'est pas terrifiant. Mais d'ailleurs, c'est quoi la proportion de Françaises ou de Français qui ont les moyens d'aller en Australie? Nous, on est en train de raisonner sur, excusez-moi, une élite de gens qui peuvent jouir du monde sans entrave. La réalité quotidienne des plus pauvres, c'est l'air dégueulasse qu'ils respirent. C'est d'ailleurs le bruit des avions, parce que c'est eux qui habitent aussi à proximité des aéroports. Moi, c'est cela aussi qui m'intéresse. C'est pas que ceux qui peuvent jouir des voyages en avion. Il y a aussi des familles qui toute leur vie économisent pour faire un peu le voyage familial de leur vie. C'est pour ça que je ne suis pas pour interdire l'aviation. Mais les chiffres aujourd'hui, c'est pas cela. On progresse. Les chiffres aujourd'hui, c'est que la grande majorité de ceux qui prennent l'avion, c'est ceux qui le prennent. Les carburants verts. Vous y croyez ou pas? D'abord, je commençais à répondre à votre question pour pas partir sur des solutions où la technique va suffire à éviter à poser des problèmes. En fait, l'avion, de toute façon, parce que vous avez la pollution de l'usage du carburant, mais vous avez d'autres pollutions induites. Donc ça peut pas être vert. Par contre, ça peut être moins polluant. Donc tout ce qu'on peut avoir comme gain, c'est très bien. Pourquoi je suis dubitatif sur les propositions des différents... je sais sur la plaisanterie, mais faire croire qu'on va faire voler massivement le trafic aérien grâce à de l'huile de friture recyclée. Ce que je n'ai pas dit. C'est un des trois exemples que vous avez donné. En tout cas, c'est disponible maintenant. Donc, et c'est que ça existe. Hein. Non, mais je sais bien que ça existe. Il faut le. Ça coûte cher à fabriquer. Hein. Non, mais ça coûte moins cher que les autres. Mais aujourd'hui, on peut augmenter. Plutôt que jeter l'huile de friture, c'est très bien si on l'utilise. Mais enfin, je pense qu'il faut être un peu sérieux sur le fait que c'est pas ça qui va permettre de faire voler nos avions. Si on veut être un peu conséquent sur cette affaire. Donc, qu'est-ce qui reste? Effectivement, l'hydrogène. Le problème, c'est que l'hydrogène, quelle que soit la façon dont vous le produisez, c'est très lourd à produire. C'est très énergivore à produire. Or, on va avoir besoin d'autres usages, puisqu'on va transférer aussi la modalité, la mobilité des voitures vers l'électricité. Raison pour laquelle il nous faut beaucoup d'énergie nucléaire électrique. Non, mais ça suffira pas, parce que, y compris... Non, mais le problème, c'est que vous êtes dans une logique de croissance continue en disant... Non, je suis dans une logique de réalité. Les faits avant les opinions, dans une logique de réalité démographique. C'est-à-dire que dans votre monde... Monsieur Djebari, vous n'avez pas le monopole des faits. Le monde que vous décrivez, c'est celui qui est en train de nous emmener à notre perte. Le monde que je décris, c'est un monde où il y a des vrais gens. Ce n'est pas des chiffres sur un bout de papier, des vrais gens. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous qui, visiblement, avez arrêté de voyager, allez en Inde. Non, mais moi, je voyage pas mal. Parce qu'en plus, par rapport à mon mandat de député européen, je fais partie de ces grands privilégiés, absolument. Je fais
fait partie des privilégiés. C'est toujours assez extraordinaire avec vous, mais bien sûr. Mais au moins, vous avez le mérite, vous, de le reconnaître. Mais c'est pas une question de mérite. C'est une question de dire qu'il faut avoir conscience du privilège absolu vous qui avez conscience, que représente le voyage en avion et faire croire, comme vous le faites, qui avez conscience ce que des mensonge classes qui est que moyennes, tout le monde va bénéficier de l'avion, en fait, c'est juste faux. Et donc, la réalité de l'avenir de l'aviation, c'est une aviation où ça sera des voyages exceptionnel, qu'on fera également le voyage d'une vie, comme vous venez de le dire, ça c'est formidable et ça serait mieux que ça soit un peu plus démocratisé. Par contre, l'usage de l'avion, idéal, c'est le monde des années 60 en fait. Je vous entendais, je vous entendais défendre par exemple l'usage des jets privés, en disant qu'il y avait des gens pour qui le temps était très précieux. Ce que je n'ai pas dit, vous qui parlez de déformer les propos. Et c'était normal. Ce que je n'ai pas dit. Le passage, il est tout à fait accessible pour ceux que ça intéresse. Alors je vais dire exactement ce que je dis. Attendez. Arrêtez de balancer les trucs comme ça. Alors finissez, Jean-Baptiste Djebari va répondre, puis vous reprenez. David Cormand. J'obéis, moi. Voilà. Ce que je disais, c'est que non seulement l'aviation d'affaires peut être à l'avant-garde de cette décarbonation, et oui, l'avion d'affaires est un outil de productivité. C'est ça que j'avais défendu pour notamment des chefs d'entreprise, des décideurs qui font plusieurs déplacements. Bref, c'est absolument pas la caricature qui m'intéresse. Pourquoi je vous rappelais ces propos? Parce que quand vous m'envoyez au visage le fait, Monsieur Cormand, vous ne vivez pas dans le vrai monde. Pardon? C'est vous qui vivez dans un monde. C'est vous qui. Mais pour vous, les vrais gens, c'est ceux dont le temps est tellement précieux que c'est normal qu'il y ait un jet privé. Ça, c'est pas le vrai monde, Monsieur Djebari. C'est pas la classe moyenne. Mais ces petites caricatures, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. C'est la classe moyenne, les jets privés. C'est la classe privée, les jets privés. On est sur les carburants. de l'idéologie. C'est pas l'idéologie, je reprends vos propos. Je vous parle de classe moyenne, ok, qui émerge par centaines de millions dans le monde. Vous qui voyagez, puisque vous êtes un grand privilégié, vous définissez comme tel, vous avez quand même conscience qu'on n'est pas tout à fait une île en France et qu'il y a des classes moyennes, des vrais gens qui vont aspirer à se déplacer et qui vont voyager, donc qui vont contribuer au développement du transport aérien partout dans le monde. Une fois que vous aurez accepté cette réalité qui n'est pas franco-française, enfin franchouillarde comme vous la défendez, vous comprendrez qu'il faudra verdir l'aviation. C'est pas du tout un souhait, c'est une réalité démographique. On fait quoi des gens? On les enferme, comme dans les régimes qu'on a connus il y a quelques dizaines d'années. C'est ça vos modèles. Vous voyez où vous en êtes dans votre argumentation. Non, mais je suis en train de dire qu'on a un problème de changement climatique et vous êtes en train de dire que je vais enfermer des gens. David, vous n'avez pas d'autre argument plus sérieux que sur les. On termine avec les carburants. On termine avec les carburants. Vous dites les carburants verts, c'est bien, mais c'est pas. Ça ne résoudra pas tous les problèmes. C'est pas une solution. Non, je ne crois pas que c'est une solution structurelle en réalité. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle de l'hydrogène, 90% de l'hydrogène aujourd'hui est d'origine carbone. Oui. Donc en fait, on est en train de raisonner sur des promesses de progrès techniques dont aujourd'hui, elles sont absolument pas développées. Le progrès technique, je pense que vous êtes indispensable. Vous êtes pour l'hydrogène ou pas? Alors je suis pour le progrès technique. Oui. Le problème, Monsieur Bourdin, c'est que je ne confonds pas l'innovation et le progrès. L'innovation, c'est une modernisation de technique. Ça, c'est très bien. Mais qui définit que c'est un progrès pour la société? Ça, c'est le débat démocratique. Toute innovation n'est pas mécaniquement un progrès. La bombe atomique, c'était une innovation. Est-ce que c'est un progrès pour les... Je ne crois pas. Donc parlons concrètement. J'ai un regard toujours démocratique et citoyen sur une innovation. Peut-être que la bombe atomique assure la stabilité du monde aussi. Hein. Ça, c'est un autre débat. En partie aujourd'hui. C'est un autre débat. Non, mais David Cormand, c'est un autre débat. On pourra l'avoir. Il faudra encore une heure. Soyons concrets, par exemple, sur la filière hydrogène. Effectivement, l'hydrogène, aujourd'hui on produit l'hydrogène essentiellement en fracturant du gaz, donc c'est fossile, c'est pas bien. Mais demain on pourra produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. C'est ce qu'on faisait en TP de 4e, on prend la molécule d'eau, on la casse et on récupère de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre. Ça nécessite de produire beaucoup d'énergie électrique. Et aujourd'hui pour produire de l'énergie électrique, on fait des éoliennes, du solaire et du nucléaire en France, du bas carbone. Ça nécessite de faire plus de production d'énergie électrique pour pouvoir produire de l'hydrogène. Ça, c'est de l'innovation technologique concrète. Est-ce que dans ce cadre-là, vous êtes prêt à produire plus d'énergie électrique, y compris à revenir sur votre dogme que je pense, vous savez, sur le nucléaire, vous avez un dogme qui a conduit... Vous n'avez pas de dogme pro-nucléaire? Non, moi je n'ai pas de dogme. Mais en revanche, Monsieur Djebari, Monsieur Djebari, moi j'essaye de respecter les positions des gens. Totalement anti-nucléaire. Quand vous dites idéologique, quand vous dites dogmatique, c'est stigmatisant comme propos. Dogmatique, ça consiste à ne jamais douter. Avec vous. Bon, et vous ne doutez pas beaucoup. Messieurs, après, je pense que l'intérêt de l'hydrogène, pour répondre à l'hydrogène, l'intérêt de l'hydrogène, c'est précisément, et moi je pense qu'il devrait être réservé à ça, à stocker l'énergie renouvelable.
l'intérêt de l'hydrogène, parce que le rendement énergétique de l'hydrogène n'est pas terrible. Oui. Pour beaucoup d'énergie, pour faire de l'hydrolyse, il faut le stocker, il faut le compresser ensuite pour pouvoir l'utiliser. C'est un des usages qui est Le rendement intéressant. énergétique n'est pas terrible. Et donc, l'intérêt pour moi de l'hydrogène, c'est de pouvoir permettre, quand vous êtes en surproduction d'énergie renouvelable, de pouvoir stocker une partie, mais ça existe qu'on va déjà. résoudre tous nos... Ah oui, c'est ça existe déjà. Mais penser qu'on va résoudre nos problèmes énergétiques en misant tout sur l'hydrogène, je pense que c'est faux. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 0826 300 300 si vous voulez vous mêler à cette discussion. Mais l'avion de demain, parce qu'on a parlé des carburants, mais est-ce qu'on peut imaginer des moteurs d'avion plus économes et de nouveaux avions qui seront beaucoup moins consommateurs de kérosène ou autre carburant? La réponse est oui. D'abord, les avions consomment beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Oui. Vous avez encore toute une flotte d'avions qui est assez ancienne. 75% des avions qui volent aujourd'hui dans le monde sont des avions de génération précédente. Oui. Donc, si l'ensemble des avions ont été aujourd'hui achetés à nouveau, en tout cas modernisés, on gagnerait quand même beaucoup en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, d'abord, les avions modernes qui sont renouveler la flotte, disponibles aujourd'hui, ils sont beaucoup moins polluants. Airbus prépare le successeur de l'A320 à horizon 2030-2035, qui consommera encore 20% de moins. Et puis après, il y a effectivement les avions avec des technologies en disruption, comme on dit. Donc c'est l'avion à hydrogène. Et l'avion à hydrogène, c'est quoi? C'est un avion avec de l'hydrogène liquide stocké dans l'avion, qui peut être converti en électricité avec une pile à combustible, par exemple, ou qui peut être brûlé directement dans des moteurs adaptés. Et l'avion électrique? Et l'avion électrique, ça vole déjà. Ça vole déjà, j'ai vu. Il y a même une entreprise française. J'ai déjà volé sur un avion électrique. Et alors il y a 1 an et demi. C'est aujourd'hui des avions légers, donc qui emportent entre 2, 4 personnes, 6 personnes. Vous avez de plus en plus d'avions hybrides. Et l'avion électrique ou l'avion avec des piles à combustible, on pense qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des avions qui transporteront entre 20 et 40 personnes sur des distances... Pas beaucoup de rayons d'action. Plutôt, par exemple, les vols intérieurs. Oui, c'est un bon, j'allais dire terrain de jeu, mais je vais pas me faire caricaturer mes propos, mais les vols intérieurs sont des bons candidats pour tester des avions électriques et hybrides. Je crois pas, parce que d'abord, mais vous le dites vous-même d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du transport de masse parce que c'est extrêmement lourd, des piles électriques. Aujourd'hui, peut-être que les piles seront moins lourdes à l'avenir. En tout cas, là, en plus, ce qui est fascinant, c'est qu'on a une discussion en disant à l'horizon 2040, à l'horizon 2050. Le problème, c'est que si on veut que notre planète reste juste viable, le délai d'action, c'est 2025, c'est 2030, c'est 2035. Donc moi, je veux bien qu'on parle du siècle prochain, de 2050, de la deuxième partie. En fait, là, le niveau d'intervention qui est le nôtre, c'est du très court terme. Or, toutes ces technologies dont on parle, quand bien même elles fonctionneraient, et encore une fois, d'ailleurs y compris les entreprises françaises qui étaient sur l'avion électrique sont en train d'y renoncer, en se réorientant plutôt d'ailleurs sur l'hydrogène ou sur l'hybride, parce que en plus ça serait pour des vols intérieurs. Vous savez qu'on a volé le premier avion à hydrogène donc il avait posé des questions. Vous savez qu'on a volé ça va vous plaire, non mais il a volé en 1985 et était soviétique. C'était le premier avion à hydrogène et c'était à l'époque pour le coup une très grande innovation. Et pourquoi je dis ça? Non pas pour la référence au soviétisme, mais parce que ces technologies, elles sont démontrées. Aujourd'hui, le sujet, c'est de les industrialiser et de faire baisser leurs coûts. Mais on parlait tout à l'heure en antenne de la fusion nucléaire. Là, on parle de technologies qui sont lointaines, mais l'avion à hydrogène ou l'avion électrique ou l'avion hybride, ce n'est pas du tout compliqué sur le plan technologique. Il faut industrialiser et les rendre compatibles en coût avec ce que peuvent payer les gens, notamment dans le prix des billets. On se rend compte qu'à très court terme, c'est pas ça qui va se passer. Donc il y a besoin, je pense, y compris le lobby de l'aviation, d'essayer de donner à voir des perspectives à 25, 30 ou 40 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est le statu quo. David Cormand, que feriez-vous juste qu'on va multiplier par deux. Si vous étiez au pouvoir, par exemple, que feriez-vous? D'abord, je pense qu'il faudrait, je vous l'ai dit, supprimer le salon du Bourget. Limiter le nombre de vols. C'est vous qui voulez supprimer le droit de parole des autres. Vous êtes amoureux de la liberté. Vous êtes quelqu'un de très virulent. Je trouve que je suis beaucoup plus tolérant que vous l'êtes. Enthousiaste dans le débat. Que feriez-vous? D'abord, je vous l'ai dit, le juste prix. Moi, je ne suis pas dans la notion de l'un. Vous augmenteriez les prix? Mais moi, je ferais pour que le kérosène soit fiscalisé à la même hauteur que les autres carburants pour la voiture. Les prix augmenteraient. Bien sûr, les prix augmenteraient au juste prix. Ça, c'est la première chose. Bien sûr. C'est normal que quand vous utilisez quelque chose, que ce soit au juste prix. Après, pour le coup, je serais pour que lorsqu'il y a une alternative par le train pour des trajets... Oui, finissez. Je réponds à votre question. De 2 ou 3 heures,
il n'y ait pas de liaison en avion qui soit... c'est déjà ce qui se passe depuis 2020. Non, ce qu'a fait M. Macron était d'ailleurs très habile, c'est que ça correspond à quasiment aucun vol. Donc là, il y a une nécessité où, mais on peut prendre 1 heure ou 2 heures de plus pour aller à un endroit sans que ça soit redhibitoire. Où va-t-on en France à moins de 2 heures en avion aujourd'hui en avion commercial. Partout à moins de 2 heures. En temps de vol, monsieur. Oui, en temps de vol. Quasiment tout. À part en Outre-mer, quasiment partout. Oui, à peu près partout. Donc on supprime toutes les liaisons pour aller en Corse. Sauf en Corse, parce qu'il n'y a pas encore de pont pour aller à Nice, pour aller en Corse. Nice, Marseille, Toulouse. Oui, moi je suis pour que là, parce qu'il y a des alternatives entre eux qui sont certes un peu plus longues. Donc je résume, on ne fait plus de lignes à grande vitesse entre Paris et Toulouse et Paris-Nice, et on ne fait plus d'avions non plus. Mais qui sont votre proposition politique. Non, moi je suis... Tout ça en rendant les billets pour améliorer les on supprime ces liaisons, partout en France et ailleurs dans le monde. Je suis pour qu'on légifère aussi, parce qu'on n'en a pas parlé du fret aérien. Oui. Je pense qu'il n'y a aucune justification à faire, à part les produits de sécurité, des médicaments ou des choses comme ça, mais faire circuler des objets de consommation courante par avion, je trouve ça, parce qu'il faut que vous soyez livré un jour plus vite par tel Amazon ou quoi, je trouve ça absurde. Vous avez bien aidé pour apporter les masques quand même. Je suis pour qu'on limite fortement ça. En plus, ça favoriserait notre économie européenne plutôt qu'importer de l'autre bout du monde nos productions. Donc, parce que l'aviation, c'est aussi quelque chose qui favorise cela. Quand on parle de délocalisation, quand on parle de mondialisation... Mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça favorise les rencontres, que ça favorise au niveau culturel est-ce que vous ne pensez pas que l'avion, c'est aussi pour l'être humain, humain... Vous avez raison, Monsieur Bourdin, mais je crois vraiment que dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites avant qu'existe la massification de l'aviation. Par ailleurs, encore une fois, j'insiste sur le fait, Monsieur Bourdin, que c'est une minorité de gens qui se croisent. C'est une minorité de gens qui se croisent. Vous êtes un privilégié, Raphaël le rappelle, que vous êtes un privilégié, puisque vous allez souvent à Madagascar, c'est ça? Alors, j'ai jamais été de ma vie à Madagascar. Donc, alors Raphaël se trompe. Raphaël, j'ai déjà été à La Réunion, à l'île de La Réunion. David Cormand, mais j'ai jamais été à Madagascar. Raphaël, vous vous trompez, mon cher Raphaël. Oui, non, je n'ai pas dit qu'il allait souvent à Madagascar. Alors je fais jamais. Qu'est-ce que vous me dites là alors? J'ai épousé une Malgache. Je suis un Français qui a épousé une Malgache. Elle a donc la double nationalité maintenant. Nous vivons avec nos enfants à Bazas en Gironde. Et pour nous, c'est extrêmement compliqué déjà et très onéreux d'aller voir la famille de mon épouse à Madagascar. Eh oui. Alors comment faire? Et comment on fait? Et surtout, si on nous limite le nombre de vols, comme vous voulez le faire, donc vous empêchez les doubles nationaux de pouvoir retourner voir leur famille. Alors d'abord, c'est pas moi qui vais souvent à Madagascar, c'est Raphaël. C'est Raphaël. Il essaie d'y aller. Mais c'est pas un problème, mais c'est pour remettre les choses en perspective. Mais c'est vrai. C'est sûr que ça veut dire y aller, quand on y va, c'est exceptionnel. Ça ne sera pas usuel. Ça, c'est vrai. Mais par exemple, je ne sais pas moi, un Guadeloupéen ou un Martiniquais. Alors ça, c'est un autre sujet, qui est le sujet de la continuité territoriale. Et donc, innover, y compris au niveau européen, il y a souvent des textes là-dessus. Et moi, je vote pour des dérogations sur la continuité territoriale, parce qu'il faut être cohérent. Comme la Corse. Si on souhaite, exactement. Si on souhaite, et après, ça c'est un autre débat, garder la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion comme des entités qui font partie de la France, ça veut dire, et de l'Europe, ça veut dire ne pas qu'il y ait de rupture territoriale, et ça fait partie des cas où il faudra prévoir des exceptions, y compris là... Donc toujours des avions. Oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit que je ne suis pas pour la fin de l'aviation. Je suis pour dire que l'augmentation exponentielle, comme on nous la promet, de l'aviation, n'a pas d'issue positive si nous voulons que notre planète reste vive. C'est pas par plaisir. Si on pouvait prendre l'avion autant qu'on veut, pour pas cher, pour aller aux quatre coins du monde, pourquoi je serais contre? C'est qu'en fait, quand on parle de science et de faits, les faits, c'est... Non, je vais pas tous les 4 matins, monsieur Djebari. Vous savez, mais quand on a des fonctions et qu'on est élu par les gens, c'est normal de faire ces trucs-là. C'est pour ça que quand vous dites que vous êtes sur le dogme... C'est toujours assez incroyable de... mais je ne pas pour mon plaisir. Vous avez raison. Pas pour mon plaisir. C'est toujours assez incroyable de prôner pour les autres des choses qu'on ne s'applique pas à soi-même, y compris dans l'exercice de ses fonctions. Mais vous rigolez ou quoi? Faites des visios, monsieur comment? Faites des visios. Mais on ne peut pas faire des visios. J'en fais plein. Il y a un certain nombre de trucs. Quand vous allez rencontrer le Trésor américain pour parler, y compris de la transition écologique,
Vous pouvez pas le faire par visio. Ouais. C'est génial de Donc vos restrictions ne s'appliquent qu'aux autres. Bon, non. C'est génial. Allez, merci messieurs. Si vous voulez avoir le dernier mot là-dessus, je pense pas que ce soit votre avantage, mais je vous le laisse. Bien, merci messieurs. Merci d'être venus nous voir 11h57 sur Antenne de Sud Radio. Merci David Cormand, merci. Réparation de véhicules toutes marques. Devis, rendez-vous en ligne et modalité de l'offre sur eurorépar.fr. Eurorépar. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11. Réfugié en France en 1925, Missak Manouchian a rejoint la résistance en France, résistance communiste en 1943. Je suis avec Fabrice Grenard, historien, spécialiste de la résistance française, directeur scientifique de la Fondation pour la Résistance et auteur de Jean Moulin, le héros oublié chez Plomb. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas dit de bêtises, jusque-là. Presque pas, mais en fait, il ne rejoint pas la résistance et le Parti communiste en 1943. Il rejoint le Parti communiste dès 1934. Oui. Et il milite clandestinement pour le Parti communiste après son interdiction en septembre 1939. Et il rejoint la résistance lorsque le parti bascule en juin 1941, au moment où l'Allemagne attaque l'URSS. Il venait d'Arménie, il était rescapé du génocide arménien. Oui, rescapé du génocide arménien. Il est né en 1906, donc il avait à peine 10 ans, en 1915, au moment du génocide, lorsque les autorités ottomanes décident d'exterminer le peuple arménien. 1,5 million de victimes, et les parents de Missak Manouchian figureront parmi les victimes. Il sera récupéré, élevé comme orphelin, d'abord par une famille kurde et puis ensuite par des organismes de secours. Voilà. Réfugié en France, donc, en 1925, et là, il rencontre le Parti communiste, donc. Dans quelles circonstances? Est-ce qu'on sait comment il exerce un métier? Que fait-il lorsqu'il arrive en France? Il arrive en France d'abord à Marseille en 1925. Oui. Et il a une double casquette, Missak Manouchian. C'est à la fois, il a une formation d'ouvrier, les menuisiers, mais c'est aussi un homme de lettres. C'était un poète arménien. Donc il débute à Marseille, il arrive ensuite à Paris. Il va travailler aux usines Javel de Citroën, tout en suivant des cours du soir à la Sorbonne pour écrire. Il écrit aussi des poèmes à cette époque-là. Et il rejoint le Parti communiste à un moment très précis, mais c'est un événement important dans l'histoire de France, c'est le 6 février 1934. La tentative de coup d'État interprétée comme une tentative de coup d'État fasciste par la gauche, de la part des ligues d'extrême droite. Et c'est après cet événement-là qu'il décide de s'engager en rejoignant le Parti communiste. Et il sera aussi très engagé dans un comité d'aide pour l'Arménie, où il rencontrera d'ailleurs au sein de ce comité Méliné. Voilà, Méliné, sa future épouse. Sa future épouse. Bien. 1943, il rejoint la résistance. Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui l'a conduit à rejoindre la résistance? Alors, il y a une forme de cohérence puisqu'il est membre du Parti communiste. Oui. Donc, le Parti communiste est interdit en septembre 1939 du fait du pacte germano-soviétique. D'ailleurs, à ce moment-là, Missak... Que dit-il du pacte germano-soviétique, justement? Alors ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est arrêté. Il est arrêté par la police française, puisque en 1939. En 1939, du fait de ses sympathies pour le Parti communiste. Mais il est relâché. Et il fait le choix à ce moment-là de s'engager dans l'armée française, comme volontaire. Et il s'engage dans l'armée française? Il s'engage dans l'armée française, tout à fait. Et donc, s'il est relâché, c'est qu'il a expliqué aux policiers français qu'il ne soutenait pas le pacte germano-soviétique. Voilà. Et il s'engage donc pour le montrer, pour le prouver. Il s'engage dans l'armée française, tout à fait, comme volontaire, pour le prouver, alors que le parti, à ce moment-là, avait plutôt tendance à condamner ce genre d'engagement volontaire. Voilà. Bien sûr. Et puis ensuite, il suit la trajectoire du Parti communiste, c'est-à-dire qu'il devient un militant clandestin du parti. Il participe à sa reconstitution, diffuser des tracts, par exemple, sur une ligne un petit peu ambiguë, du fait justement du pacte germano-soviétique. Et il y a ce basculement-là, totalement dans la résistance, en juin 1941, après l'opération Barbarossa, déclenchement de l'opération Barbarossa. D'ailleurs, il est arrêté une deuxième fois à ce moment-là. Il est arrêté une deuxième fois parce que les Allemands organisent une grande rafle à Paris, en région parisienne, dans les milieux communistes, du fait de l'opération Barbarossa. Et il sera interné au camp de Royal-Lieu à Compiègne pendant plusieurs semaines. Mais là aussi, faute de preuves, en fait, il sera ensuite libéré.
Il sera libéré. Et il entre en résistance, donc, en 1943. Là, il est très actif. Dites-nous un peu ses faits d'armes. Oui, il a d'abord... alors, en 1942, il est responsable de la section MOI, de la main-d'œuvre étrangère arménienne au sein du Parti communiste. Donc là, il a essentiellement des fonctions politiques, organiser la diffusion de tracts clandestins, par exemple, de journaux clandestins. Il participe aussi à ce qu'on appelle le travail allemand, parce qu'il se trouve qu'il y a des Arméniens dans l'armée allemande qui ont été enrôlés de force. Et donc, le travail allemand consiste à encourager les soldats allemands ou soldats enrôlés dans l'armée allemande à déserter. Voilà, il fait ce travail-là. Et puis, en 1943, tout change pour lui, puisque là, il va être muté dans les FTP MOI. Donc là, c'est la branche combattante des FTP. Il est d'abord un combattant à la base. Et en août 1943, il devient le chef militaire des FTP MOI de la région parisienne. D'accord. Donc là, acte de résistance jusqu'au moment où il est arrêté et exécuté. Oui, on considère que donc les FTP MOI étaient véritablement le commando le plus actif sur le plan de la lutte armée en 1943 dans la région parisienne. On considère que sous ses ordres, il y a eu une trentaine d'actions menées, actions de guérilla, donc c'était des sabotages, c'était des attaques de convois allemands. C'est aussi l'exécution, par exemple, de Julius Ritter en septembre 1943 à Paris. Julius Ritter était le représentant en France de Fritz Sauckel, celui qui s'occupait des réquisitions de main-d'œuvre en Europe. On le surnommait le négrier d'Hitler. Voilà, donc des actions très, très spectaculaires, très importantes, mais effectivement, ce sont les policiers français en fait qui le traquaient. Voilà, la brigade les policiers spéciale français qui l'arrêtent. Au sein de la police française, il y avait une brigade spéciale chargée de traquer les communistes. Et ce sont les policiers français qui l'arrêtent donc le 16 novembre 1943, alors qu'il a rendez-vous avec son supérieur, Joseph Epstein, le colonel Gilles. Voilà. Et ils sont arrêtés tous les deux. Et ensuite... donc dénoncés. Alors ils ont été, on pense... Trahis. Non. Il se trouve qu'il y a un cadre du parti qui a été arrêté, il s'appelle Joseph Davidovitch, quelques semaines plus tôt. Qui a parlé. Qui a certainement parlé, voilà, qui a donné des informations. Peut-être sous la torture, certainement. Bien sûr. Et il sera exécuté d'ailleurs en décembre 1943. Il sera relâché ensuite par la police française. Et il sera exécuté par un commando communiste. Ah d'accord. Voilà, du fait de cette trahison. Donc il est arrêté. Et il est exécuté rapidement Alors il est arrêté par les policiers français qui, après l'avoir interrogé, vont le transmettre aux Allemands. Oui. Et là, les Allemands vont organiser un procès très rapide devant le tribunal militaire allemand à Paris, le 19 février. Il est condamné à mort avec 23 membres de son organisation. Et 22 de ces 23 membres vont être exécutés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Au Mont-Valérien, c'est la raison pour laquelle... au Mont-Valérien étaient 22 des 23, me dites. Oui, puisqu'il y avait une femme, Olga Boncic, qui, elle, sera déportée en Allemagne et sera exécutée en Allemagne. Et sera exécutée en Allemagne. Tout à fait. Bien, Mélinée, son épouse, était aussi résistante. Oui, elle l'a accompagnée dans ses activités, à la fois ses activités militantes. D'ailleurs, ils se sont rencontrés au comité d'aide en faveur de l'Arménie dans les années 30, qui était aussi un comité très engagé en faveur de l'antifascisme. Ils ont tous les deux, à ce moment-là, participé aussi, au moment de la guerre civile espagnole, à l'aide aux républicains espagnols. Et dans la résistance, Mélinée l'aidait. Alors, vous savez, dans la résistance, les tâches étaient un petit peu genrées. Là où Michel Manoukian, Missak Manoukian combattait, elle avait des tâches considérées comme plus féminines. Transporter en secret des armes, délivrer des informations, repérer les cibles aussi. Repérer les cibles où on allait procéder à des attentats. Et transporter les tracts qui allaient être diffusés. Quel rôle le FTP dans la résistance? Est-ce qu'il y avait une rivalité avec les autres résistants? Comment ça se passait à ce moment-là, vers 42-43? Au départ, il y a beaucoup de rivalité entre les résistants et les différentes organisations de lutte armée. Oui. Même s'ils ont un ennemi commun, bien sûr, l'occupant allemand. Oui. Mais 43, c'est aussi l'année de l'unification. C'est la création du Conseil national de la résistance. Voilà. C'est le moment où les communistes acceptent de reconnaître le général de Gaulle comme chef de tous les résistants. Donc, chaque organisation militaire, je dirais,
agit un petit peu séparément. Donc les FTP-MOI agissent de façon indépendante et autonome par rapport aux autres organisations non communistes. Mais en même temps, tout ça s'inscrit désormais dans un combat commun, dans une lutte commune. Voilà. Et c'est aussi avec Jean Moulin, par exemple. Ah, ils n'ont pas eu de contact avec Jean Moulin. Mais pas de contact, non. Non, bien sûr. Non, aucun contact. Mais donc, le Parti communiste est représenté au Conseil national de la résistance. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. La branche armée du Parti communiste, les FTP, du coup, participe aussi à ce travail d'unité. Ce travail d'unité. Mais il n'y avait pas, comment dire, une organisation commune sur les actes de sabotage ou... Alors, il y aura un petit peu plus tard les FFI, les Forces françaises de l'intérieur. Oui. Et les FTP vont travailler avec les FFI tout en gardant leur autonomie organisationnelle. Voilà. Enfin, quand les FFI avaient un objectif, les FTP le savaient. Oui, et parfois, d'ailleurs, il y a une coopération, sur le terrain qui se développe. On se prête aussi des armes. Alors, pourquoi est-ce que le président de la République a salué la bravoure et l'héroïsme tranquille de Missak Manoukian, selon vous ? Alors la bravoure et l'héroïsme, j'ai évoqué la trentaine d'actions qui sont effectivement très spectaculaires. La première action de Missak Manoukian, lorsqu'il intègre les FTP-MOI, consiste à attaquer un détachement allemand à la grenade, vous voyez. On est en mars 1943. Et puis ensuite, il y a toutes ces opérations qu'il va superviser, comme l'exécution de Julius Ritter. C'est l'un des plus hauts dignitaires nazis présents en France qui est exécuté par la résistance. Le côté tranquille, dans tous les témoignages qui vont être livrés autour de Missak Manoukian. Et on le voit d'ailleurs dans le film de Robert Guédiguian, L'armée du crime. Missak Manoukian était quelqu'un de très posé. C'était aussi un intellectuel, il réfléchissait beaucoup. C'était pas quelqu'un qui était adepte, par exemple, des opérations suicides. Il tenait beaucoup à la survie des membres de son organisation. Donc je pense que tout ça participe à ce côté peut-être tranquille défini par le président Macron. Est-ce que c'est une façon aussi de rendre hommage à tous les combattants étrangers ? Oui, espagnols, italiens, arméniens ou venus d'autres continents ? Oui, évidemment, le symbole est triple avec Missak Manoukian. C'est rescapé du génocide arménien. On sait que la France est très engagée pour faire reconnaître le génocide arménien. C'est un membre du Parti communiste. Il y a déjà eu des résistants panthéonisés, de Gaulle, Jean Moulin, Brossolette, des femmes, Geneviève Antonius de Gaulle, par exemple. Il n'y a jamais eu de communistes. Voilà. Or, le Parti communiste, à partir de juin 1941, c'est l'un des fers de lance de la résistance intérieure. Et puis, il y a le résistant étranger. Effectivement, il y a des milliers d'étrangers qui sont venus trouver refuge en France dans les années 30 parce qu'ils fuyaient les régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres, que ce soit Franco en Espagne, Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie. Et ces étrangers qui avaient déjà eu un engagement antifasciste avant la guerre vont le poursuivre après la défaite de la France et seront bien souvent les premiers à passer à l'action, les premiers à basculer dans la résistance. Et derrière Missak Manoukian, vous avez bien sûr tous ces républicains espagnols, tous ces Arméniens, tous ces Polonais, tous ces Roumains, tous ces antifascistes italiens ou représentait-il dans la résistance numériquement? Alors, ils étaient importants. Dans les maquis, par exemple, vous avez beaucoup de républicains espagnols. Au maquis d'Eglières, il y avait une soixantaine de républicains espagnols. Et surtout, ils apportaient leur savoir-faire. Parce que c'était des gens qui avaient déjà combattu avant la guerre, qui avaient une expérience, qui avaient aussi une expérience du combat antifasciste, là où beaucoup de jeunes résistants étaient beaucoup plus novices. Donc ils ont souvent servi aussi de cadre à la résistance. Et les Arméniens, dans la communauté arménienne, il y avait beaucoup aussi de résistants, même chose. Oui, bien sûr. Missak Manoukian, et d'ailleurs... Il a recruté peut-être dans la communauté arménienne. On estime qu'il y avait à peu près 7000 Arméniens au sein de la section MOI. 7000. 7000. Alors tous ne basculeront pas en résistance, mais un certain nombre d'entre eux. Et Missak et Méliné Manoukian étaient très proches, par exemple, de la famille Aznavourian, les parents de Michel Aznavour. C'est même cette famille qui hébergera Méliné après l'exécution de son mari. De son mari. Elle lui a survécu 45 ans, je crois. Oui, tout à fait. Décédée en 1989. Voilà, en 1989. C'était indispensable. Vous pensez que là, c'est vraiment... Parce que j'ai vu que c'était un geste qui avait été applaudi par la gauche, évidemment. Oui, tout le monde... J'ai pas vu une seule critique.
Non, parce que en général, en France, dès qu'on fait quelque chose, c'est vrai, tout le monde critique. Mais là, je n'ai pas vu une seule critique. Le symbole est fort. Alors, ça fait un petit moment déjà que c'était un petit peu un serpent de mer, cette entrée de Manoukian au Panthéon. François Hollande avait refusé. Il avait refusé. Il avait privilégié. Il faudrait lui demander, il faudrait lui poser la question, mais il avait fait entrer 2 femmes, Germaine Tillon et Geneviève Antonios de Gaulle, ainsi que Pierre Brossolette. Mais il avait refusé Missak Manoukian. Le symbole est aussi fort parce qu'on parle beaucoup d'immigration en ce moment, on parle beaucoup d'intégration. Et là, on a une image très forte de quelqu'un qui était apatride, rescapé du génocide arménien, qui n'avait pas la nationalité française, et qui pourtant a combattu pour la libération de la France. Dans la lettre qu'il a laissée à son épouse Mélinée, il a même écrit qu'il se considérait comme le combattant régulier d'une armée de libération nationale française. Vous voyez, le symbole est très fort. Et son épouse Mélinée, elle obtiendra d'ailleurs la nationalité à la fin de la guerre. Donc évidemment, parce que lui n'a jamais eu la nationalité française. Non, il ne l'a pas eu. Donc c'est le premier entré au Panthéon à ne pas être français. Alors certainement, il faudrait vérifier, mais effectivement. Alors, non, mais c'est très intéressant. Il rentre avec son épouse. Oui, il rentre avec son épouse qui est française. Qui est là. Et on a là, bien sûr, une image très forte d'intégration réussie, d'intégration positive. Je comprends. Merci beaucoup. Passionnant, Fabrice Grenard. Merci vraiment, à vous. Je vois que vous connaissez tout cela par cœur. C'est normal, directeur scientifique de la Fondation pour la Résistance et auteur de Jean Moulin, le héros oublié aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 12h27, André Bercoeur.